Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean. La chaîne YouTube que vous regardez en ce moment, c'est la chaîne du député au service de la communauté. C'est une façon que j'ai trouvée d'essayer de nous permettre, de nous aider à communiquer plus et à communiquer mieux, pour permettre aux gens de la communauté de se faire connaître, de se faire voir, de s'expliquer et de s'aider. Comme ceci. Bonjour, ici Luc Archambault, bienvenue au Studio Saint-Jean. Aujourd'hui, on va parler en particulier de beaux mots, de belles phrases, on va parler de poésie. On va parler de poésie avec M. Denis Roy. Salut Denis. Bonjour Luc, ça va bien? Ça va bien. Bienvenue au studio, merci d'avoir accepté notre invitation. Écoute, ça c'est ton dernier né, le petit dernier, Crépuscule, un recueil, un bon recueil en fait de poésie. Que tu offres en fin de compte à tout le monde, là, qui est disponible. Hein. Oui, absolument. Il est présentement chez Artaud, je pense. Il est vendu chez Artaud, moi j'en vends. Il est vendu aussi chez Yeux d'Or. Yeux d'Or, oui, l'éditeur. D'édition, oui. OK, c'est bon. Mais il y a quelque chose qui m'intrigue, par exemple. On se connaît légèrement, pas beaucoup, mais un petit peu, assez pour avoir du fun. Mais comment t'es venu à la poésie, Denis? La poésie, en réalité, c'est plus les mots avant la poésie. OK. À 5 ans, par exemple, j'ai demandé à ma mère de m'acheter un calepin avant de partir en vacances un été, parce que je savais que j'allais être en première année l'année d'après. OK. Alors, elle m'a dit « Ouais, mais tu veux raconter tes vacances dans un calepin, mais tu sais pas écrire encore. » Fait que j'ai dit, je vais faire des dessins, puis l'année prochaine, quand je vais savoir écrire, là, je vais écrire l'histoire. Ah ben. Fait que j'avais déjà ce goût-là, les fanfreluches, les personnages qu'on avait dans les années 60, ça m'animait beaucoup. Je savais que les mots, j'allais aimer ça. Okay. Et puis ensuite, j'ai fait la connaissance dans les années 70 du personnage Sol de Marc Favreau. Ah, Marc Favreau. Et Marc Favreau, c'est un bonhomme. Il faisait pas juste jouer avec des mots, il inventait des mots. Oui. Mais les mots qu'il inventait, ils étaient possibles parce qu'on comprenait ce qu'il voulait dire. Oui. Puis ça m'a toujours épaté. Puis, alors ça, c'était un petit peu le maître à penser. Puis après ça, je me suis mis à écouter plus les paroles que la musique. OK. Lorsque j'écoutais des chansonniers. Avant, je me laissais emporter par la balade, puis des fois, je savais même pas ce qu'ils chantaient. Je ne savais même pas c'était quoi l'histoire, je l'écoutais même pas. Et puis, évidemment, pour me rapprocher des mots, j'ai fait un peu de théâtre, puis là, j'ai entré aussi dans le journal étudiant. Okay. Ça, c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Ça m'a permis de commencer à manipuler les mots à mon tour puis à jouer avec. Mais ensuite, j'ai fait une carrière militaire à partir de 17 ans. OK. Puis là, j'ai été dans l'armée pendant 38 ans. J'ai voyagé, j'ai fait plein de choses. En réalité, j'ai ramassé un bagage à raconter. Tu as ramassé des histoires, toi, là. Plein ça. Mais la seule personne qui profitait de ma poésie, parce que j'écrivais déjà de la poésie à ce moment-là, c'est ma blonde qui recevait mes lettres lorsque j'étais à l'extérieur. Correspondance. La correspondance. Fait que ça, la correspondance, ça m'interpelle beaucoup. Tellement qu'aujourd'hui encore, j'envoie une lettre à ma mère toutes les semaines depuis plusieurs années parce qu'elle n'a pas Internet. Alors, je lui dis ce que j'écris sur Internet. Je lui mets une couple de photos. Puis ça lui permet de recevoir d'autres choses que des factures par la poste. Je fais mes cartes de Noël à chaque année. J'en fais une centaine. J'en envoie à peu près 80. Puis maintenant, je les expose. Je les mets dans des boutiques qui peuvent réutiliser, qui peuvent vendre à des gens qui ont besoin d'aide pour leur mettre un petit mot poétique dans... Oui. Puis à chaque année, je change le poème que je mets à l'intérieur de la carte, puis je mets une nouvelle photo. OK. Fait que ça, c'est ma poésie, si tu veux, au travers des lettres et du courrier. Mais lorsque mon père a attrapé la maladie d'Alzheimer, qui est arrivée à peu près en même temps que mon fils m'annonçait que sa blonde était enceinte, puis là, j'allais devenir grand-père, on dirait que tout ça m'a ramené dans le monde des mots où j'ai recommencé à écrire pour distribuer des mots sur mes sites Internet. OK. C'est à ce moment-là que j'ai pris vraiment la piqûre pour le mode de la poésie.
Puis étant donné que j'en lis beaucoup, ben j'écris de plusieurs manières la poésie aussi. J'ai pas juste une méthode. Il y a beaucoup de gens qui vont commencer, par exemple, à écrire des alexandrins. Ils vont faire des alexandrins toute leur vie. Il y en a qui vont tomber dans le monde des haïkus, qui est des petits mots de carnet, si tu veux, qu'on appelle nous autres, parce que Félix nous les a fait connaître de cette façon-là. Mais en réalité, c'est un mode japonais où, en peu de mots, tu décris un moment présent et habituellement, ça devrait viser toujours la nature. Oui. Alors évidemment, en poésie, la nature, c'est un des grands sujets. La nature, l'amour, la mort, c'est à peu près les trois grands thèmes qu'on va apporter toujours. Moi, je suis rendu à peu près à 1200 poèmes d'écrits. Puis c'est pas mal alentour de ça que ça tourne toujours. Mais ce qui est intéressant avec les mots, lorsqu'on a cette faculté-là d'écrire de la poésie, c'est que tu mets 4 poètes un à côté de l'autre, tu leur donnes une situation, tu leur racontes une histoire, puis tu dis, mets-moi donc ça dans un poème, puis tu vas avoir 4 versions magnifiques et très différentes. Un peu comme si tu mets 2 bons photographes un à côté de l'autre pour prendre une photo. 2 photos différentes. 2 photos différentes, parce que tu as une vue différente de chaque personne. C'est ça. Alors, j'ai commencé à écrire parce que je voulais informer ma famille de ce qui se passait avec mon père, de l'émotion que je vivais dans ce temps-là. Je voulais écrire aussi sur le fait que j'allais être grand-père. Ben oui. Et puis là, mes petits-enfants qui ont 12, 8, 7 et 6 ans, j'ai tellement écrit sur eux autres. parce que les enfants sont très proches du poète. Mm-hmm. Parce que le poète... il te demande de t'arrêter puis de regarder. Ah oui, OK. Puis après ça, raconter ce que tu as vu. Okay. Mais dans des mots qui vont être comme endimanchés, si tu veux. Oui, OK. Parce que tu veux que les gens soient assoiffés de suivre ton histoire. Mais c'est très comment je pourrais dire ça? C'est pas très élaboré. C'est tout petit. C'est 25 phrases, 30 phrases, mais qui va te raconter une histoire, puis qui va venir te chercher. Okay. Parce qu'en réalité, c'est ça qu'on veut faire avec les gens. On veut leur permettre de les éveiller à une situation, à quelque chose qu'on a vu, et de poursuivre eux autres mêmes leur propre réflexion. Ouais. Alors, j'ai même souvent ce que j'appelle des poèmes pas finis, où j'ai comme un début d'histoire, où je raconte quelque chose et que je laisse les gens en plan après ça, parce que je me dis, chacun là-dedans doit faire son... il va continuer son histoire. Oui, il doit faire sa propre réflexion. Okay. Souvent, on est déclameurs, on est pamphlétaires un peu, les poètes aussi. On est des gens qui vont décrier des situations. Ouais. On est aussi à l'origine, je pense, c'est mon interprétation à moi, des nouveaux mots qui se retrouvent souvent dans les dictionnaires à l'Académie française. L'Académie française, c'est très, très, très rigide. Hein? Puis nous autres, on n'aime pas tellement cette rigidité-là dans la poésie parce qu'on aime être fleur bleue avec nos mots. Et puis, on aime les extrapoler. Pour moi, chaque mot a une couleur. Lorsque je lis sa définition dans le dictionnaire, mais il y a une couleur selon la région, selon les gens, selon le vécu. Oui. Chaque mot peut aller beaucoup plus loin que la simple définition du dictionnaire. Ben oui. Puis j'aime jouer avec ces mots-là, parce que ces mots-là m'amènent ailleurs. OK. Fait que ça, je trouve que c'est quelque chose qui rend très intéressant. Puis, alors j'ai écrit mon premier livre dès 2015, mais ça faisait à peu près peut-être 4-5 ans que j'écrivais de la poésie à ce moment-là. Puis j'allais beaucoup dans des groupes de poésie parce que j'avais peur d'être pris avec mes petites connaissances à moi et que ça ne bouge plus après. Puis qu'à un moment donné, que j'ai tout écrit ce que j'avais à écrire, si je lis pas les autres, si j'entends pas les autres, oui, OK. Tu voulais te nourrir, finalement. Donc, ça me nourrissait d'être dans 3-4 groupes de poésie. Ben oui. Alors, à chaque mois, puis je me retrouvais avec des fois les mêmes personnes dans 2 groupes ou dans 3 groupes. Donc, si je faisais 4 ou 5 rencontres de poésie dans un mois, je ne voulais pas amener le même texte.
Non, aux c'est 5 sûr. places. Ben non. Ah, ben non. Donc, ça m'encourageait aussi à écrire. Mais il y a le fait que plus tu en lis, plus tu en écris, plus la poésie devient en toi, directement. Donc, il y a ces fameuses petites flamèches-là, ces petits textes-là que tu te réveilles dans la nuit, tu l'as dans la tête, puis là, tu vas te lever, puis tu vas l'écrire, parce que le lendemain, tu t'en souviendras pas. Ah, OK. Ou tu vas te souvenir que tu voulais écrire sur un sujet, mais les belles petites phrases clés qui viennent d'apparaître dans ton cerveau, eux autres, tu ne les retrouveras plus. C'est ça. Puis moi, j'ai pas une grande mémoire, alors je profite beaucoup de ça. OK. Il faut que j'écrive sur le moment. Heureusement, aujourd'hui, avec le cellulaire, tu as un petit speaker là-dedans aussi, là. Alors, on peut en profiter pour s'enregistrer. Alors, si je suis sur la route, j'arrête sur le bord de la route, je dis rapidement le texte qui vient de me refiler en tête, puis le soir, je le réécoute, puis là, à ce moment-là, je mets ça sur papier. Ah, c'est bon. Souvent, je dis que la nuit, si j'ai un texte en tête, si je suis obligé de me lever pour lui le coucher sur papier, et après, je vais pouvoir me rendormir. C'est à peu près ça. OK. Mes 2 premiers recueils, le premier qui était de la corniche au donjon, là, je voulais raconter l'histoire d'un roi, OK. d'un royaume. Mon nom, c'est Roi, fait que j'ai voulu jouer avec ça. Ben oui. Puis là, il y a tout ce qui vient avec la royauté. Il y a le roi était mon père. Donc, je raconte l'histoire de l'Alzheimer au travers de ce que moi, j'ai vécu comme expérience avec mon père. OK. Ensuite, j'ai la cour des dames. OK. Ensuite, j'ai le peuple. Alors là, j'ai mis des poèmes qui sont très, très, très politisés à ce moment-là. Puis après ça, les petits rois. Donc, les petits rois, c'était sur mes petits-enfants. Okay. C'était sur les jeunes, entre autres, aussi. Il venait d'avoir les carreaux rouges aussi à Montréal. Donc, tout ce phénomène-là m'a amené à écrire beaucoup sur la jeunesse, à qui on disait de fermer leur gueule une fois qu'ils s'étaient mis à marcher puis à parler. Ouais. Je trouvais ça assez décevant comme situation. Alors, j'étais avec les étudiants définitivement pour ça. Ça me permettait d'écrire sur eux autres. Puis j'ai fait aussi les soldats du roi. Ah, en réalité, c'était des textes que j'ai écrits sur ma carrière. OK. Ça, j'aimais pas tellement ça au début. Je pensais que j'avais peut-être pas le droit de raconter ça, que les gens pouvaient peut-être pas comprendre certaines choses qu'on peut voir dans nos carrières. Oui, j'imagine. Mais j'ai quand même décidé de mettre ces textes-là, puis j'avoue que c'est des textes que j'utilise encore beaucoup. Ah. Tu sais, des fois, tu fais un 2e recueil, puis un 3e, puis tu dis, le premier, là, c'est du passé. OK. C'était plus familial, puis tout. Mais il y a beaucoup de textes que je vais encore chercher lorsque... encore d'actualité. Oui, lorsque je suis amené, lorsqu'on me demande de participer à un événement, il y a des textes forts qui ressortent aussi. Oui, c'est vrai que tu as des textes qui sont forts, effectivement. Puis ce recueil-là, qui a quand même 275 pages, il était plus proche des gens qui me connaissaient puis qui n'étaient pas nécessairement des poètes. Okay. Donc, mes textes étaient plus simples. Je mettais pas trop de métaphores. Je voulais que mes amis qui me lisaient déjà sur mon site Internet, mais qui veulent l'acheter, le livre. Ouais, puis qu'ils ne disent pas une fois qu'ils l'ont acheté, on ne comprend plus rien de ce qu'il dit. Ouais. Le deuxième, là, j'étais à mi-chemin un petit peu. Je me sentais moins imposteur comme poète. Okay. Et je commençais à dire aux gens, oui, je suis poète. Lorsque j'ai écrit mon 2e recueil, et puis qui était encore à peu près 270 pages, j'ai appelé ça « À mots soufflés ». Parce que comme on souffle... Comme on souffle une fleur, puis j'avais mis un champ de tournesol comme photo sur le devant. Lui, je suis allé un petit peu plus loin, puis j'ai voulu faire une forme autre que l'histoire que j'avais faite de château. Mais je suis allé dans plusieurs petites bulles, comme j'ai un chapitre que j'ai appelé Classe pour poéteux. Okay. En réalité, je nomme à peu près une vingtaine de méthodes d'écrire en poésie. Okay. Et puis, je mets des textes qui sont écrits dans ces techniques-là. Ah, okay. Fait que je fais comme une petite classe pour les gens. J'ai mis des carnets, des mots de carnet, parce que ça, j'en écris pratiquement tous les jours. J'en mets quasiment tous les jours sur mon site. Les mots du mardi, les mots oui, c'est ça. En tout cas. J'aime beaucoup ces petits mots-là qui sont des éclats de ce que tu viens de voir, de
de ce que tu viens de comprendre d'une situation. Tu entends une nouvelle, la nouvelle te perturbe, puis tu vas écrire un petit mot. Oui. Ça, j'ai mis beaucoup de mots de carnet aussi à l'intérieur de ce recueil-là. J'avais un côté très noir aussi. Parce que la détresse humaine m'a toujours dérangé. Cette période-ci, les itinérants, c'est quelque chose qui me trotte dans la tête constamment. Et puis, comme ancien combattant, je sais qu'il y a beaucoup de militaires, anciens combattants, qui ont vécu des choses où, lorsqu'ils sont revenus, bien, c'est sûr qu'ils ne pouvaient pas vivre en famille après les choses qu'ils avaient vues, qui étaient restées dans leur tête. Et puis, beaucoup se sont retrouvés dans la rue. Alors, il y a une portion des itinérants à Montréal qui sont des militaires. Et puis, c'est sûr qu'on a des organisations comme VTN ou UN-NATO qu'on appelle. Moi, je fais partie d'un groupe UN-NATO. UN pour l'ONU, puis NATO pour l'OTAN. C'est tous des militaires qui ont participé à des missions avec l'ONU puis avec l'OTAN. Et puis... mais on se comprend quand on se parle. Oui, j'imagine. C'est difficile des fois de parler à des gens qui peuvent pas s'imaginer ce qui se vit dans d'autres pays, ce qui se vit en terrain hostile, dans des pays où les gens ne savent pas pourquoi ils se font la guerre. Puis nous autres, ben, quand on arrive là, on voit des choses qu'on n'a pas été... Même si on a des très belles préparations, on ne sait pas comment on va y faire face comme individu. Alors, j'ai mis beaucoup de textes sur la détresse humaine puis tout ça. Mais encore une fois, c'était des textes qui étaient quand même assez faciles à lire pour le commun du mortel. Puis, je gardais mes gros textes à saveur ou qui sont très intérieurs puis tout ça pour des événements de poésie. Parce qu'à Saint-Jean, j'ai tenu pendant 3 ans les micros libres. Ah oui, OK. Où mon but à moi était de permettre à des gens de sortir de la maison et venir d'écouter des gens qui font des petits écrits puis qui aimeraient ça les dire devant d'autres personnes. Puis j'ai voulu les encourager à venir écouter aussi ce qui allait se dire par les autres, mais eux autres le déclamer devant les gens. Parce qu'il y a une grande force à déclamer un de ces poèmes. Moi, la plupart de mes poèmes... J'ai comme un instinct de poète qui fait que je vais mettre des phrases clés que je trouve à mesure que j'écris un texte. Puis des fois, je ne sais pas d'où me viennent ces phrases-là. Mais évidemment, c'est sûr que tout ton passé, ton vécu passe là-dedans. Puis ton subconscient travaille beaucoup lorsque tu travailles aussi de la poésie. Et puis, lorsque tu dis à voix haute un poème, c'est comme si ça éclatait. Tu comprends des choses que tu n'as même pas compris lorsque tu l'as écrit. Ça le rend vivant. Ça le rend vivant. Et puis, ça t'amène d'autres facteurs, comme je parlais de Sol tantôt. Bien, Sol, je continue à le relire. J'ai un gros bouquin de lui, là, de tous les monologues qu'il a fait, en réalité, comme personnage de Sol. Puis, ce qui est intéressant... c'est qu'un texte que je relis aux 3-4 ans, bien, à chaque fois que je le relis, je comprends d'autres choses parce qu'il était extrêmement imagé. Sol faisait beaucoup de double sens avec les mots. Et lorsque tu le lis, dû à la façon qu'il a écrit le mot, parfois il va chercher un 3e sens à sa phrase. C'est quelque chose de vraiment magnifique. C'est un bon joueur de mots. Puis, lorsque j'ai sorti Crépuscule cette année, je ne sais pas si c'était le Crépuscule de la Terre, parce que la COVID est arrivée en même temps que le livre sortait. Ah oui, oh là là, OK. Alors, malheureusement, je n'ai pas pu faire mon lancement encore. Ben non. Mais j'ai quasiment vendu la moitié de mes copies. Mais Crépuscule, je me suis fait plaisir avec celui-là. OK. J'ai mis les textes où j'utilise beaucoup la métaphore. Parce que je trouve que la métaphore fait réfléchir. J'aime que les gens soient obligés parfois de reprendre un texte une 2e fois puis une 3e fois pour être certain d'être allé tout chercher à l'intérieur du texte. J'aime que les personnes soient tellement frappées par un texte, comme certains textes que j'ai lus au large de la nuit. Des textes sur la violence conjugale, des textes sur l'homophobie, sur la détresse humaine, vraiment. La détresse.
que les gens, après avoir lu ce texte-là, ils ne seront pas capables d'aller au texte suivant. Ils vont être obligés d'y réfléchir, de faire de digérer un petit leur peu. constat, puis le digérer, effectivement. Je suis arrivé dans une soirée où j'ai dit mon texte qui était sur l'homophobie, puis j'ai un de mes copains qui est peintre, puis qui est homosexuel aussi, puis il est rentré en même temps dans le petit cabaret où j'étais en train de lire ce texte-là. Puis il a fait le saut parce que j'ai des mots qui sont assez rough dans le texte, mais qui ramènent les gens terre à terre à la fin, qui font comprendre aux gens que, OK, il y a des choses là, que toi, tu n'as pas compris, tu n'as pas fait ton bout de chemin. Okay. Et puis, ça l'a vraiment brassé. Donc, si je l'ai atteint là-dedans, c'est parce que probablement j'avais trouvé les mots justes pour le dire. Ouais, c'est ça. Tu avais les bons mots. Les mots justes, on les trouve comment? Bien souvent, ils arrivent tout seuls. Hein? Oui. Comme j'ai écrit, par exemple, un petit texte pour certains événements, comme pour Polytechnique. Oui. Puis j'en ai un, d'ailleurs, il est dans le recueil ici. C'est dans mes petits mots de carnet, si vous voulez. Oui, conte-nous donc, lis-nous donc ça. Je vais essayer de t'en lire un petit bout, quelques-uns. Bon, il n'est pas là. Je vais peut-être le trouver plus tard. Mais je dis en réalité, Polytechnique, dommage de se souvenir, mais aussi dommage de devoir se souvenir. Ah oui, j'ai vu ça, oui. Parce qu'il est important, à un moment donné, de se dire, ouais, c'est plate de se faire ressasser à chaque année que ce genre d'affaires-là est arrivé. Oui. Mais c'est pas fini parce qu'il en arrive d'autres. Il en arrive d'autres, c'est ça. Et puis, s'il en arrive d'autres, c'est parce que les gens sont pas prêts à corriger ces situations-là. Ouais. Tu sais, il y a encore des gens des jeunes qui se font élever avec des fausses idées de racisme, puis tout ça, puis je trouve ça extrêmement malheureux parce que la construction de leur vie part déjà sur un faux. Une fausse fondation. Hein. Oui, effectivement. Souvent, on peut espérer qu'en collectivité, via l'école, via plein de choses, qui vont se faire replacer à un moment donné, ils vont se dire « Oh, c'est vrai, oui, je vais trop loin là-dedans. » Comme parent, tu as aussi cette obligation-là. Ouais. C'est la première fois que j'ai entendu mon fils sacrer ou traiter son chum de fif, quelque chose comme ça, bien, je ne l'ai pas laissé faire. Non, c'est bon, ça. Je l'ai pris en main. Oui. Je l'ai pas chicané tout de suite. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai attendu une autre journée où j'ai loué un film qui parlait de l'homosexualité à l'intérieur. OK. Puis là, je l'ai questionné sur qu'est-ce qu'il savait là-dessus. Ouais. Donc, ça l'a fait réfléchir. Puis là, il s'est aperçu que il faisait mal à du monde parce qu'il disait ce genre de mots-là. Ben oui. Puis tantôt, je te parlais de textes, tu sais, des textes léchés, là, des textes où on va mettre de la métaphore puis tout ça. Oui. Fait que j'en ai préparé quelques-uns. Ben oui, donc. Fais-nous plaisir. Celui-là, le premier 100 pages là, de ce recueil-là, c'est vraiment sur l'amour. Ah. Au début, c'est le jeune qui n'a pas encore cerné c'est quoi l'amour, qui essaye de comprendre les phénomènes qui se passent avec son corps. Okay. Après ça, c'est le jeune couple, c'est les premières rencontres. Et puis, je finis le dernier sous-chapitre à l'intérieur de ce grand chapitre-là, c'est sur les vieux. Ah, OK. Parce que les vieux connaissent l'amour autrement. Oui. Et puis, ça existe encore, même si les jeunes ne le voient pas. Alors, je vais t'en lire deux cours là-dessus sur le couple, tiens. Celui-là, c'est plus quand on est jeune et fringant. Puis, c'est tous des textes de 7, 8, 9 pages, où en réalité, c'est 7, 8, 9 petits moments dans un grand instant. OK. Donc, c'est comme un descriptif. Chaque petit poème est un descriptif du même événement qui est en train de se passer. OK. Donc, ici, c'est juste une facette. Mon corps dans le tien. Tes yeux qui luttent contre mon regard. Seuls les draps connaissent la défaite. Ton reflet dans le mien colorant l'abandon. Sur une note jour sombre, mélancolie d'un face-à-face silencieux dans ton haleine.
et tu déposes les armes tout près des miennes. C'est la paix, tu t'y endors encore. Là, évidemment, ça finit mieux que ça, plus loin, mais je ne suis pas pour tout te raconter. Faut que tu me laisses un peu, il faut que je le lise moi aussi. Oui. Puis pour les personnes un peu plus âgées, j'ai appelé ça souvenance. Souvenance. Ah oui? Oui, où on s'en souvient plus qu'on le fait, et qui est aussi un 7-8 pages sur un moment donné lorsque tu vois l'amour différemment en vieillissant. Oui, bien sûr. Il est vrai que la porte est plus défraîchie, laisse connaître son mécontentement à chaque mouvement. On a beau la frictionner, l'horloge marque -1 et ses habits racontent la brocante. Les sables ont fait leur nid au bas de chaque carreau. Les mains agiles d'autrefois ont perdu de leur rigueur et les odeurs de café caressent les murs de leur poids senteur, qui auraient bien besoin d'un changement de couleur. Mais voilà que le couple maintenant seul, qui ne fait plus l'amour qu'en conte d'hier, a rapproché les vieilles berceuses pour mieux voir leurs yeux qui parlent du reste de leur vie, main dans la main. Alors, c'est ça que j'ai voulu amener en parlant de l'amour, parce que je me dis que l'amour, c'est grand. Il ne faut pas arrêter d'y croire. C'est ça, absolument. Moi, je pense que quand on n'aime plus rien, on meurt un peu. Hein? Je pense que oui, on est pas mal. Un peu pas mal. Un peu pas mal. Après ça, mais je suis allé dans d'autres genres de textes. Ça, j'ai appelé ça, ce grand chapitre-là, « Disséquer le désir ». Ouais. Après, mais j'ai agressé la tendresse. Ça, c'est les gens gauches, c'est les gens qui disent des choses incroyables. C'est des colères que j'ai eues parfois, et puis que je vais dénoncer. C'est l'Église, par exemple. Ah ouais? Tu sais, on est dans une Église ici. Ouais. Moi, je trouve ça dommage que les gens d'Église ont tué l'Église. Oui, OK. Parce qu'à un moment donné, on n'a pas su aller chercher les gens. Et puis l'Église, une des grandes valeurs qu'avait l'Église, c'était le perron de l'Église. Le perron de l'Église, où oui. les gens se faisaient leur confidence, où il y avait toute l'entraide qu'il allait avoir dans la semaine. Où mon père disait aux voisins, « Hey, tu viendras, pourrais-tu venir m'aider cette semaine? J'ai ma clôture à réparer. » Puis il disait, « Ouais, c'est bien, puis tu vois, au mois d'août, je vais faire ma toiture, fait que tu viendras, mais... » Tu avais ce racontage-là, tu avais ce bien-être-là, qui n'avait rien à voir avec la religion, mais peut-être beaucoup avec la chrétienté tout de même. Ben, en tout cas, la charité chrétienne, oui, ça pourrait être ça. Puis je dirais parfois que Facebook est peut-être rendu le nouveau perron d'église. Perron d'église, c'est une belle image, ça. Où les gens vont se donner... moi, c'est sûr que sur mon Facebook à moi, j'essaie de mettre des choses joyeuses parce que je trouve qu'on vit des temps très difficiles présentement. Puis à quelque part, les gens, c'est pas ça qu'ils ont à entendre, qu'ils ont besoin d'entendre. On entend déjà en masse. C'est ça. Fait que moi, je passe droite aux autres. Denis, à quelle place qu'on peut trouver tes livres pour pouvoir s'y procurer? Bien, présentement, ils sont chez Artaud. Ils sont chez Artaud, OK. Il devrait avoir des copies aussi à la librairie Book Émissaire qui vient d'ouvrir. Oui, OK. Il va en avoir en fin de semaine à la Loge. À la Loge, OK. Oui. Il y en a aussi à la galerie du centre-ville. Oui. Quelques copies. Moi, j'en ai, lorsque je vais faire des événements, j'entraîne toujours avec moi la maison d'édition Yeux d'Or, qui est ma maison d'édition, ont des copies aussi, qui devraient être mis en boutique éventuellement. Je pense que s'ils ont de la misère à le faire, c'est un petit peu à cause de la situation pandémique. La pandémie, absolument. Je devrais faire mon lancement un jour. Oui, bien, Je l'ai reporté 2 fois parce que je veux le faire vraiment avec les amis avec qui on a monté un spectacle. Oui. Pour faire le lancement. Ah oui, OK. Tant qu'on ne peut pas se rassembler dans un endroit pour faire ce spectacle-là, c'est ça. Ben je le mets en veilleuse, mais je veux le faire, ce lancement-là, à un moment donné. Même si je suis déjà en train d'écrire les prochains recueils. Les prochains recueils, oui. Écoute, Denis, on va souhaiter que tu puisses faire ton lancement le plus rapidement possible, que la pandémie s'efface par elle-même, qu'on puisse se revoir ensemble, se toucher. Oui. Se toucher et se toucher. Oui. Le plus rapidement possible. Écoute, c'est à peu près le temps qu'on a pour aujourd'hui. Il va falloir que je te réinvite.
Pas de problème. Pas de problème. Excellent. Écoute, merci beaucoup de tes beaux mots, de tes belles pensées, de ces beaux recueils-là aussi. Merci beaucoup, Denis. Ouais. Bien, merci à vous autres de m'avoir reçu. Puis, personnellement, vendredi, de 11h à 1h, je devrais être à la porte chez Artaud. Oui. Et puis, samedi, de 10h à midi, je vais être à la loge pour les recueils, justement. Excellent. Avec les gens qui iront là. Fait que ça permettrait aux gens, en même temps, d'aller voir ces belles boutiques-là qui offrent vraiment absolument, aussi, de belles choses pour les yeux et pour le cœur. Et pour le cœur. Absolument. Merci beaucoup, Denis. Merci. Merci, Luc.